Bienheureuse porte du ciel. 34. Le Noédie. Isco releva la tête d'entre ses mains. L'homme gisait toujours à terre, ses membres comme désarticulés. Autour de lui, les lapons ne bougeaient pas, en attente, sans inquiétude apparente. Cela dura jusqu'au frémissement. Le torse de l'homme se souleva, puis encore, pris d'un mouvement régulier. Il n'était pas mort. Clémée n'avait quant à lui pas survécu au traitement infligé par Laurentus Gotus, mais le pasteur avait obtenu des aveux en bonne et due forme. Clémée avait mis feu aux cabanes de Pythéa ainsi qu'au relais. Il s'était fait promettre une ferme. Isco s'était senti trahi. Il n'avait pas souhaité la mort du père de Knut. À l'annonce du décès du vieux soldat, face au regard lourd de reproches d'Isco, le commissaire aux affaires Lapone avait seulement affirmé qu'il était impossible, dangereux même, de se montrer faible dans ces régions. Abraham Johnson avait blanchi Isco de tout soupçon et reconnu son rôle essentiel. Maigre satisfaction. Isco avait dû s'en contenter. Protester plus risquait de compromettre sa mission. Dans l'attente, on attendait toujours. Isco respirait calmement, le plus calmement possible. Ne rien oublier. Même s'il ne comprenait pas tout, personne, à sa connaissance, n'avait vu ce qu'il voyait. Personne parmi les non-lapons. C'est un chaman qui visite le royaume des morts, l'avait prévenu Davet. Il faut lui poser une question, et il tente d'y répondre, en s'enfuyant de son corps. Isco croyait comprendre. La prière, l'esprit, l'âme, tout cela avait peu à voir avec l'enveloppe corporelle. Les lapons l'exprimaient avec leurs mots. Mais ce n'était pas ça. Il ne faut surtout pas le toucher pendant son voyage, insista Davet. Sinon, il sera incapable de retrouver son corps. Isco comprenait. Pas tout à fait, mais il comprenait la symbolique. On respectait le prêtre chez les catholiques. On devait le même respect au chaman pendant sa prière, ou lors de sa visite du royaume des morts. Isco se dit qu'il faudrait un jour en parler au frère Elizondo. Ramener ce qu'il voyait un univers familier calma Isco. Les bienfaits de la cartographie. Maintenant, on attendait. Sans l'approcher, sans l'effleurer. Même s'il tentait de la relativiser, cette magie impressionna Isco. Il se frottait à l'interdit. Jamais il n'avait aussi consciemment approché un sorcier. Ou un Noédie, le mot lapon qu'il préférait car ça ne lui parlait pas et ne revêtait pas cette dimension interdite. Mais il devait savoir, autant pour lui que pour sa mission. Celui-ci est un bon Noédie, lui avait assuré Davet, avant de l'emmener. Mais ne t'avise jamais de rechercher par toi-même à entrer en contact avec un inconnu, car, parmi eux, il y a des charlatans, et aussi des sorciers qui jettent de mauvais sorts et des ondes négatives, dispersent le mal autour d'eux, terrassent des familles ou lancent des loups parmi les reines. Isco devait-il y croire? N'était-ce pas des attributs réservés au diable? Une vingtaine de minutes étaient passées lorsqu'un bras bougea. Le chaman reprenait vie. Il s'appuya sur son bras, puis se releva lentement. Il resta assis, le dos courbé, les mains tenant ses pieds. Il redressa la tête, étonné de se trouver là, détaillant les visages qui l'entouraient comme s'il les voyait pour la première fois. Il avait le visage fripé, les cheveux hirsutes, de profonds sillons sur le frou, sur les joues, sur le front, comme des marques incrustées après avoir crispé trop longtemps les muscles. Ses grands yeux arrondis n'en finissaient pas de rouler l'un à l'autre, l'air halluciné. Isco ne pouvait pas s'imaginer que ses yeux voyaient, mais il aurait juré que cet homme revenait bien d'un autre monde et qu'il y avait vu des choses que nul autre n'avait vues. Le regard du Noédie s'arrêta sur lui. Isco n'osa pas soutenir son regard. L'homme dit enfin quelque chose, et on lui tendit une outre. Elle contenait de l'eau-de-vie, et il en ingurgita plusieurs gorgées, s'ébroua comme il l'avait fait avant d'entrer en transe. D'un coup, il se mit à parler, une logorrhée interminable. Autour de lui, les hommes écoutaient, graves, hochant la tête. Le Noédie a parlé d'un vieil homme mort l'hiver précédent, chuchota Davet. Il appartenait à un clan voisin et il est mort d'une façon bizarre. Son âme allait mal. Autour d'eux, les hommes présents sous la tente étaient captivés par le récit. Le Noédie a dit qu'il fallait faire une offrande sur le rocher du mort à la fin de la lune. Le chaman se tut et se couvrit d'un manteau. Il avait froid. Les hommes quittèrent la tente un à un. Seuls Davet et Isco restèrent en place. Davet le salua et lui parla d'Isco. Le Noédie le regarda de nouveau fixement.
Et en un clin d'œil, Isco se dit que cet homme doté d'un pouvoir magique pouvait voir en lui la négresse de Lisbonne, deviner son rôle dans la mort de Clémette. La part noire de son âme serait révélée. Peut-être même pourrait-il identifier le sortilège qui pesait sur lui. Mais le Noédi resta silencieux. Avait-il peur de ce qu'il voyait? L'idée effleura Isco. Pour le moment, il demanda à David de traduire. Un homme, un lapon selon toute vraisemblance, a été tué à Stockholm il y a quelques années. Je veux savoir ce qui s'est passé. Isco lui parla de la femme aussi. Il décida de s'ouvrir au Noédi. David avait bien dit que celui-ci était un homme de bien. Demande aussi si Darja a pu me jeter un sort, et s'il la connaît comme Noédi, et si je suis frappé au porteur d'un tel maléfice. David leva la main. Pas trop de questions. Le Noédi balança la tête d'avant en arrière. Il réfléchissait. Puis, sans un regard pour Isco, il dit à David de revenir plus tard. Il était trop fatigué. Mais si Isco voulait ces renseignements, il faudrait qu'il amène un objet ayant appartenu à cet homme. Le Noédi disparut sous le manteau. Seul un chant rauque et triste habita bientôt la tente.